Il est quasiment 13h30 sur BFM TV, c'est l'heure de répondre à vos questions. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint comme tous les samedis. Bonjour Fanny, pour répondre à vos questions que vous nous avez envoyées. Fanny, au sommaire de ce samedi. Le soulagement tout d'abord aux Pays-Bas, évidemment, après cette prise d'otage qui s'est terminée il y a peu. Comment se passent les négociations? On en parlera. Le traditionnel chemin de croix du Colisée de Rome, eh bien, ce sera sans le pape François. C'était sans le pape François. Il a annulé en dernière minute sa participation. Attention à la listeria dans le poulet Lidl. Il a été retiré des rayons. On vous expliquera ce que provoque cette bactérie. Le week-end de Pâques a commencé. On fera le point sur vos trajets, sur vos destinations. Évidemment, on mangera du chocolat. On peut peut-être commencer par ça. Je vois venir, mais c'est bien de faire un peu languir les téléspectateurs aussi. Et bonne nouvelle pour les gourmands, donc les cloches de Pâques sonneront, mais avec 1 heure d'avance, puisqu'on va changer d'heure. Allez, on va commencer avec l'actualité, évidemment, et les questions que vous nous avez posées sur cette prise d'otage aux Pays-Bas. Oui, évidemment, c'est le soulagement aux Pays-Bas. Le dernier otage vient d'être libéré. Une personne a été arrêtée. Nous ne pouvons pas partager plus d'informations pour le moment. Voici le communiqué un peu lacunaire pour l'instant de la police aux Pays-Bas, après cette prise d'otage à Aide qui a eu lieu ce matin. La police locale qui corte toujours pour le moment à la piste d'une motivation terroriste. Quand même, il y a eu 150 maisons du quartier évacuées, un périmètre de sécurité assez largement déployé, la police anti-émeute et des experts en explosifs qui étaient sur place. Fred nous demande comment les négociations sont menées pour mettre fin justement à ce type de prise d'otage. Bernard Meunier, bonjour, vous êtes en visio avec nous, ancien négociateur du GIGN. Là, on le voit, la situation a plutôt été résolue assez rapidement. Comment se déroulent les négociations en temps normal ? Eh bien, les négociations vont débuter tout d'abord par une prise de renseignements, un véritable profiling du ou des auteurs, de manière à pouvoir définir quel est le type d'individu et surtout la suite qui peut être donnée à cette affaire. Et puis ensuite, eh bien, le négociateur va rentrer véritablement dans le vif du sujet et puis commencer à échanger, à mettre en place une communication, voire une véritable relation avec le ou les auteurs, afin de savoir quelles sont ses revendications, ce qu'ils désirent, et surtout ce qu'il risque de commettre. Le premier point d'un négociateur, la première phase étant bien entendu d'éviter que l'affaire dérape, donc de figer la situation, et puis ensuite au fil du temps, eh bien, d'obtenir du ou des renseignements de manière à pouvoir mettre un dispositif ad hoc, un dispositif adéquat et cohérent afin de préserver la vie des otages. Le dispositif, on imagine, il est beaucoup basé sur la psychologie, sur la relation que peuvent nouer les négociateurs avec le preneur d'otages, mais il y a aussi parfois de certaines monnaies d'échange, on pourrait dire, qui sont proposées. Comment est-ce que c'est choisi ? Absolument. Eh bien, écoutez, au cours de la négociation, il peut y avoir des passages, effectivement, des moments où il peut y avoir du donnant-donnant, de je t'autorise de faire ceci, je peux te donner cela, à boire, à manger, du matériel, tant qu'il n'est pas dangereux pour les otages, et puis obtenir la libération de certains d'entre eux en échange. Absolument. Donc, toutes les stratégies, toutes les techniques peuvent être employées. Le cordon rouge, le fil rouge, je dirais, de l'opération du négociateur, son travail est d'éviter que la vie des otages soit mise en danger. Donc à partir de là, j'ai envie de dire que tout est un peu possible, toute chose égale par ailleurs, bien entendu. Évidemment, vous le disiez, donc cette ligne rouge, c'est d'essayer de limiter les victimes, le nombre de victimes. Qu'est-ce qui fait que toutefois, malheureusement, parfois, les négociations se passent mal ? Les négociations se passent mal lorsqu'on est face à des idéologues politiques, des idéologues religieux, comme des djihadistes. Et je sais si l'actualité en fait écho assez régulièrement dans les médias ces derniers temps, ces dernières années, j'ai envie de dire. Et là, nous sommes face à des gens qui sont programmés pour mourir. Donc là, la négociation, ça sera plus une négociation stratégique, de manière à pouvoir fixer l'individu à un endroit donné ou à un autre, ou de manière à ce que les équipes d'intervention puissent progresser et puis préserver le plus rapidement possible la vie des otages. Selon vous, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ce qui s'est passé aujourd'hui aux Pays-Bas ? Parce qu'on le disait, ça s'est résolu finalement assez rapidement. Alors, je n'ai aucune information sur le profil de l'auteur. D'ailleurs, je crois que vous posiez en début d'intervention le même type de question. Est-ce qu'il y a une ramification djihadiste ou idéologique ? A priori, pas pour l'instant, en tout cas selon la police néerlandaise.
Pas pour l'instant. Alors après, la limite est floue entre la pathologie, je dirais la décompensation qui peut être psychique ou psychologique, c'est-à-dire une sorte de délire, et puis la motivation idéologique, religieuse. Parfois, la limite est floue. Elle est d'ailleurs parfois mystico-religieuse, ce qui, eh bien, rend encore la négociation et surtout le profiling de l'individu encore plus compliqué. Alors, mais quand ça se passe mal, c'est quand on est une personne qui est décidée de passer à l'acte. Alors, on a la version patho, c'est-à-dire le psychotique, qui est peut-être dans un délire de persécution, de jalousie, et qui peut, où il y aura chez lui une perte avec la réalité, il n'aura plus de réflexion cohérente avec la réalité, il peut passer à l'acte à tout moment, ou encore le profil idéologique du terroriste. Merci beaucoup Bernard Meunier, c'est passionnant de vous écouter sur ces négociations et donc et comment elles se déroulent habituellement. On passe à ces questions autour de la santé du pape. Oui, et pour cause, cette image qui a fait réagir hier, très furtive. Regardez bien, on voit le siège du Saint-Père qui a été retiré en toute dernière minute de la tribune où il était censé, on va le voir, assister au traditionnel chemin de croix au Colisée. Voilà, hop, la chaise est partie, la chaise blanche, juste avant, à l'avant-veille de Pâques. 24 000 fidèles tout de même réunis, mais pas de pape. De quoi renforcer donc l'inquiétude sur cette santé déclinante, on le sait, du pape qui est âgé de 87 ans. Question de Pierre, est-il arrivé quelque chose de grave au pape? Écoutez la réponse de Blandine Hugonnet, notre correspondante BFM TV à Rome, sur le monde, qui se pose des questions en effet, et le Vatican qui tente de rassurer, bien que ce ne soit pas la première fois que le pape se désiste. Bien alors oui, si le Vatican allège l'agenda du pape de 87 ans, c'est bien le signe qu'il y a un état de fatigue. Et c'est vrai que le pape accumule depuis ces derniers temps des soucis de santé, bronchite, état grippal qui se sont accumulés tout cet hiver. Il est trop essoufflé par exemple pour lire ses propres discours. Il annule des rendez-vous, il ne circule qu'en fauteuil roulant aussi à cause d'un problème au genou. Et puis cette nécessité d'annuler de façon surprise cette cérémonie hier soir et de lever le pied, ça donne un peu une alerte et pose la question surtout sur le pape est-il en état de tenir son rôle de chef de l'Église catholique, d'assurer un agenda certes très chargé, mais qui est la période en ce moment la plus importante de l'année pour les catholiques, et sa présence y est évidemment incontournable dans ces cérémonies. Inquiétude donc légitime de la part des catholiques, mais le Vatican a voulu rassurer en disant que c'était une simple mesure de prudence d'avoir fait cette annulation hier soir et que le pape veut avant tout garder ses forces pour tenir jusqu'au bout de ce marathon vers Pâques. Et même s'il faut rester prudent, eh bien, le Vatican a confirmé tout à l'heure que le pape sera bien présent pour la prochaine célébration. C'est ce soir à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et puis on attend confirmation pour demain sur la place Saint-Pierre pour la grande messe de Pâques. Et on suivra ça avec vous, Blandine Hugonnet. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Rome. Allez, un mot de consommation avec certains produits rappelés. Oui, en effet, cela concerne les magasins Lidl. Une cinquantaine de magasins, desquels sont retirés du poulet fermier. Regardez, ce sont des barquettes de 550 grammes de cuisses de poulet fermier blanc label rouge. Vous voyez le numéro des lots vendus du 8 au 20 mars dernier. Si vous voulez trouver la liste des magasins concernés, vous le voyez, il faut aller sur le site rappel.conso.gouv.fr. En cause, la présence de la listeria monocytogène, c'est l'agent responsable de la listériose. Les consignes sont de ne pas consommer, de ne pas utiliser le produit, de le détruire et de surveiller les symptômes. Marcia nous demande justement si cette listériose est grave, est-ce qu'elle est mortelle? Bonjour professeur Laurent Baugerie, vous êtes chef de service gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital APHP Saint-Antoine à Paris. Alors est-ce que la listériose tout d'abord c'est dangereux? Bonjour, la listériose pour la plupart des gens ce n'est pas du tout dangereux. Le risque est vraiment très cantonné à des populations fragilisées. Et il faut tout de suite dire que les plus fragilisées, ce sont les femmes enceintes et les personnes qui sont très immunodéprimées, c'est-à-dire par exemple qui ont un cancer et qui sont sous chimiothérapie. Et comme autre exemple, il faut citer les transplantés d'organes. Et alors comment on reconnaît les symptômes de cette listériose? Qu'est-ce qui doit alerter? Alors, c'est des symptômes qui n'orientent pas du tout spécifiquement vers la listériose. Il y a deux formes cliniques de la maladie. Une première, c'est une banale gastro-entérite qui n'est pas dangereuse et qui va toucher des gens qui ne sont pas immunodéprimés. Et puis celle dont on parle, c'est ce qu'on appelle la listériose invasive. C'est celle qui peut tuer. Et ça, après une incubation de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, ça va se traduire essentiellement par de la fièvre, par une grande fatigue, des maux de tête. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les premiers réflexes à avoir quand on constate qu'on a consommé donc, ce poulet et qu'on a ce type de symptômes?
il faut appeler le 15 ou se rendre au service d'accueil des urgences. Mais ce n'est pas des choses qui sont foudroyantes, donc il n'y a pas une urgence extrême pour consulter. Et ça se soigne rapidement, bien? Ça soigne par des antibiotiques, mais ces fameuses listérioses neuroméningées invasives, elles justifient une hospitalisation. Il y en a à peu près 300 par an en France. Et le plus souvent, ça se passe aussi dans ce qu'on appelle un milieu de réanimation infectieux, où les fonctions vitales sont menacées. Donc on va être en assistance de plusieurs fonctions dans les formes les plus sévères de la maladie. Merci beaucoup, professeur Laugerie. Alors, je vous garde également, parce que je sais que vous devez partir bientôt, dans quelques minutes, en vacances, mais on va parler bientôt de Pâques et mon présentateur ici s'impatiente. On voulait savoir déjà si le chocolat, c'est bon ou pas pour la santé. Vertu. Alors, contrairement à la légende, ça n'est pas quelque chose qui constipe, mais c'est quelque chose qui rend joyeux et qui a plein de vertus pour la santé. Donc, il faut absolument pas s'en priver, en restant raisonnable, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, professeur. On a déjà répondu à une question. Voilà, et donc là, on ne présente pas Vincent Murer qui est avec nous avec tous ses chocolats. Ça va venir. Vous voulez encore faire patienter oui, il faut les faire durer le téléspectateurs. plaisir, mais bien sûr. Bon, soyez le bienvenu, on voit quand même vos œufs au chocolat. Je vous promets, je la fais aller vite, on vient vite vers vous. Ah oui, on va Ne aller bougez très vite, on va aller très vite en transport surtout déjà. pas. Allez, on parle de ce week-end de Pâques. Il y a les chocolats qui arrivent. Il y a aussi beaucoup de week-ends allongés, évidemment, pour les Français. C'est ça, pour en profiter, pour aller faire ces chasses aux œufs un peu partout en France, avec ce pic de fréquentation en gare. Fiona nous demande, je fais Paris-Rennes en début d'après-midi, j'espère que mon train ne sera pas trop bondé. Première nouvelle, son train est bien parti à 12h53, j'ai vérifié, de la gare Montparnasse. Et ouais, on fait un bon travail ici, on vérifie. Mais c'est vrai que la SNCF a annoncé un week-end très chargé. On rappelle 1 million de voyageurs attendus dans les divers trains. Romain nous demande, est-ce que c'est moins risqué de prendre toutefois la voiture pour ce week-end de Pâques et cet après-midi? Et là, on va voir ces images, ces prévisions de bison futé. Alors aujourd'hui, dans le sens des départs, ça va à peu près, sauf en Ile-de-France où ça coince, sur la 10, sur la 6 également. Et puis lundi, attention, ce sera dans le sens des retours où ce sera orange, donc circulation difficile au niveau national, et carrément rouge, très difficile de circuler dans un grand quart nord-ouest. Vous voyez donc pour ces prévisions sur la route. Donc du monde sur les routes, dans les gares. Et pour aller où? Pour aller où? C'est une bonne question. Pour aller où, en effet? Alors, on va voir quelles sont peut-être les destinations tendances. On a vu que la météo n'était pas vraiment au rendez-vous. Allez, pourri. Aujourd'hui, on peut le dire, en effet. Bonjour Didier Arinaud, vous êtes directeur général de ProTourisme. Alors, quelles sont les destinations qu'ont favorisé, on va dire, les Français pour ce long week-end de Pâques? Alors déjà, ce long week-end de Pâques, c'est la période où on retourne dans la famille, on ouvre les résidences secondaires, c'est la période des cousinades et on voit qu'il y a une très forte fréquentation sur l'ouest de la France et notamment les franciliens qui vont dans leur famille, dans les résidences secondaires. Donc c'est la fréquentation en Bretagne, en Normandie, mais il y a aussi une belle fréquentation dans les destinations du sud et notamment de la Côte d'Azur, avec cette année une tendance aussi, c'est que les Français repartent vers les destinations étrangères. Alors en partie pour ce week-end de Pâques, mais encore plus fortement durant les vacances de Pâques. Donc ce week-end, c'est véritablement le lancement du début de la saison touristique et ça s'annonce de façon correcte. Mais rappelons que l'an dernier, il y avait des grèves, il y avait des mouvements sociaux et donc on compare une année 2024 qui est correcte sans être exceptionnelle avec 2023 qui était en baisse. Donc on voit que les Français qui ont un pouvoir d'achat contraint se réservent aussi pour les longs week-ends du mois de mai. Il y en a énormément, ça va être des chiffres records au mois de mai. Pour ce week-end de Pâques, il va y avoir du monde sur les routes. La fréquentation, c'est 80% de taux d'occupation dans les stations balnéaires pour ce soir, un peu moins à partir de demain. Ça veut dire qu'il reste encore de la place. Et vous voyez, il y a des destinations où il fait beau, comme ici sur le bassin d'Arcachon. Donc il ne fait pas mauvais partout. Ouais, on voit déjà que vous prenez des couleurs d'ailleurs. Hein. Attention, mettez bien la crème solaire. On se pose aussi cette question. Vous le disiez, certains vont beaucoup là dans la famille ou essayent de contrôler leur budget. Hein. Inflation oblige, même si elle baisse un petit peu. Quel est le budget moyen pour ces vacances de Pâques et ces petits ponts de mai qui arrivent? Alors, ces ponts du mois de mai, c'est essentiellement du court séjour. On ne peut pas parler véritablement de vacances pour cette période, mais pour ceux qui partent une semaine, on a un budget qui est un budget d'environ 600 € par personne pour ceux qui vont dans un hébergement marchand. Mais cette moyenne, elle ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a aussi ceux qui partent à l'étranger plus fortement cette année et notamment au départ des grandes métropoles parce que cette année, on a le transport aérien qui a retrouvé des couleurs. On a des programmations de vol qui sont extrêmement importantes. Donc, ça va être une vraie concurrence
pour la destination France. Et puis, on a un certain décalage entre les budgets dont disposent nos concitoyens, un budget en baisse pour les vacances de 7% cette année, et les prix pratiqués par les acteurs qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Les prix ont augmenté de 30%. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une très forte envie de partir en vacances, mais ce qui pose problème, c'est le pouvoir partir. Le pouvoir partir, il est lié au pouvoir d'achat. Merci beaucoup Didier Arinaud. Merci beaucoup Didier. Profitez, vous avez un peu de soleil, vous avez bien raison. Pour tous les autres qui n'ont pas de soleil, il y a du chocolat. Ça y est, on peut y aller maintenant. On peut y aller. Bon. On peut y aller. Voilà, petit gourmand que vous êtes, comme beaucoup de Français Oui. finalement. Il ne faut pas avoir de complexe. Comme on dit, les Français adorent le chocolat. Vous avez la ref? Non. J'adore le chocolat. Vous avez la ref? Oh là là, tous ces jeunes. Je me prends un coup de vieux. Je me prends un coup de vieux. Cette pub avec Dali sur le chocolat qui remonte effectivement les montées. Ah oui, avec une mousse au chocolat. Regardez tout à fait. Oui. Voilà, regardez la moyenne en France, 7,3 kilos de chocolat consommé par habitant et par an, ce qui nous classe plutôt bien au niveau mondial. On est à 6e après l'Allemagne, la Suisse, l'Estonie, le Royaume-Uni et la Finlande. Et puis évidemment, il y a ces pics à Noël. Et à Pâques, on est en plein dedans. Myriam nous demande si on a des idées de chocolat à offrir qui changent un peu de l'ordinaire. Et c'est là, justement, que l'on fait intervenir Vincent Murer. Bonjour, vous êtes cofondateur du chocolat des Français. On voit autour de vous de très jolies boîtes, très colorées, parce que c'est ça que vous proposez, c'est du chocolat de qualité, il faut le dire, avec des très bons produits, puisque vous travaillez avec beaucoup de chocolatiers, de très bons, les meilleurs chocolatiers de France, mais que vous mettez ça un peu en scène dans ces boîtes, ces emballages très très déco, qui sont dessinés par des artistes, par des street artistes, par des auteurs de BD. Racontez-nous un petit peu ce que vous nous préparez pour Pâques. Oui, tout à fait. Merci. Le chocolat des Français, on fabrique des chocolats, comme vous l'avez dit, très gourmands, à partir d'ingrédients naturels uniquement. On est toujours 100% pur de cacao, on n'utilise pas d'huile de palme, pas de conservateur. On a fait à cœur de faire des recettes qui soient avant tout naturelles et hyper gourmandes. Et à ça, en effet, on ajoute une petite touche colorée et créative, un petit plus artistique, puisqu'en fait, tous nos produits sont dessinés par plein d'artistes, comme vous le disiez, des street artistes, des illustrateurs, des dessinateurs de bandes dessinées, etc., qui apportent ce petit plus, cette petite touche créative. Qui dépoussière un petit peu le chocolat. Exactement, et qui fait que voilà, on hésite un peu avant de déguster le chocolat, puisqu'on aime bien regarder aussi nos produits et les découvrir visuellement avant de les croquer et de les déguster. Je vais me permettre, je vais venir prendre les tablettes et je vais montrer les tablettes. Voilà. Non, mais je vais vous les rendre, les tablettes, je suis pas comme ça. Hasard. Mais je vais les montrer là-bas. Continuez à faire une interview, Fanny, essayez, continuez. Chocolats, justement, on les voit à côté de vous. Les incontournables, forcément, c'est les œufs à Pâques. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc pour Pâques, on a évidemment les incontournables œufs de Pâques, qu'on revisite toujours avec ce petit twist créatif. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des œufs pralinés avec des noisettes, avec des petites brisures de caramel croquantes, du gianduja, des brisures de crêpe jamais à dire. On dit comment? Gianduja. Je sais jamais c'est quoi. C'est en fait une pâte à base de noisettes, donc qui est hyper crémeuse, très gourmande. Et donc on aime bien utiliser nous dans plusieurs de nos recettes et qu'on a utilisé là dans les œufs avec des petites brisures de crêpe dentelle qui vont donner un petit côté croquant. Et en fait ces œufs, nous on les a emballés cette année dans des jolis étuis en métal, dans des jolis œufs. Et en fait l'idée c'est, et on cherche toujours à avoir un peu des petits concepts créatifs comme ça, c'est de jouer autour du chasseur-chassé. Donc on a par exemple sur cet œuf le lion et le zèbre, donc le chasseur et le chassé. Ici, on a le petit lapin et le renard. Enfin voilà, on essaye de vraiment rajouter toujours, au-delà de la gourmandise de nos produits, qui est hyper importante, c'est le plus important quand même quand on mange du chocolat, rajouter cette petite touche colorée et mais artistique. Les tablettes, c'est très sympa. Je vais essayer de vous montrer les tablettes, parce qu'il y a un petit côté arty sur les... Vous voyez, c'est vrai qu'on n'ose à peine y toucher, en fait. C'est tellement beau. Ne bougez pas, je reviens. C'est le réel, on lui a rien dit, donc tout est surprise. Mais regardez, c'est super sympa. Là qu'on voit qu'ils sont bons. Beaucoup le... Voilà. Hop. Ici, on a avec la Mona Lisa. Très sympa ce petit côté arty. Donc partenariat avec des artistes, et puis vous le disiez, la qualité est très importante. Ces chocolatiers, c'est quoi le partenariat que vous avez noué avec tous ces chocolatiers en France? Alors en fait, donc ça fait 10 ans nous maintenant qu'on a créé la marque. On était 3 amis, grands amateurs, passionnés d'art et grands amateurs de chocolat. Et en fait, on a un peu cartographié la France à la recherche des meilleurs producteurs. Et donc on s'est associé avec eux pour chaque format de produit. Et donc aujourd'hui, on travaille avec une petite dizaine de producteurs français. Certains sont des entreprises du patrimoine. Ça, c'est bien de le préciser. Des vrais savoir-faire, donc tout est fabriqué en France. Et donc on crée des recettes avec eux et après on ajoute du coup ce petit twist créatif en essayant d'ajouter un petit coup de peps, un petit côté coloré qui donne le sourire avant même de goûter le chocolat. Et alors question prix, combien ça coûte à peu près? L'inflation, le prix du cacao a explosé. Ouais, alors on en a un peu pour tous les prix. Dans notre gamme de produits, on va de 3,50 € jusqu'à plus de 30 € pour des coffrets garnis. On en a quand même pour tous les prix et tous les budgets.
Sur nos autres packs, cette année, on a réussi à se préserver par rapport à cette question un peu sensible dont on pourra revenir sur la hausse des prix du cacao. On est à 15 € l'œuf. Ça reste très accessible. Donc ça, voilà, c'est important pour nous toujours d'offrir des produits qui soient accessibles au plus grand nombre. Et puis voilà, après, on a une palette de prix et de produits pour faire plaisir à tous les budgets. Comment vous faites? Parce que le prix du cacao, ça a plus que doublé, hein, c'est ça? Oui, le prix du cacao, là, on est dans une situation qui est inédite. C'est du jamais vu. On est à dépasser les 10 000 $ la tonne. Donc c'est une matière première qui est aujourd'hui plus chère presque que le cuivre, donc quand même assez dingue pour recontextualiser. Et en fait, l'impact réel sur les prix, parce que c'est certain qu'il va y avoir un impact sur les prix, devrait se faire sentir plus sur la deuxième partie de l'année. Sur Pâques, on a encore été un peu préservé parce que ces hausses de prix sont vraiment là assez incontrôlables depuis quelques semaines. Donc c'est vraiment sur la deuxième partie de l'année que... Ça va être plus compliqué pour Noël, par exemple. C'est maintenant qu'il faut faire les stocks. Alors on va se retrouver avec des œufs à Noël, mais c'est pas grave du moment que ça reste du chocolat. Il y a des tablettes aussi. Il y a des tablettes. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Juste précisons où est-ce qu'on peut se procurer ces très beaux chocolats, ces très belles boîtes, parce que c'est ça qui est aussi sympa, c'est qu'on peut garder les boîtes derrière aussi pour s'en resservir. Exactement, c'est le je vous les rapporte, je m'étais engagé à vous les rapporter. On va dire que je suis un voleur, tout ça. On a beaucoup de clients qui nous disent collectionner d'ailleurs nos produits, parce que nous, on les renouvelle hyper régulièrement. On a même distribué des originaux d'artistes. Donc voilà, on a vraiment cette fibre artistique dans notre ADN. Et nos produits, on les retrouve donc sur notre site internet, donc lechocolatdesfrançais.fr. On a une boutique à Paris dans le quartier d'Opéra. Et sinon, on a un réseau d'à peu près 1500 revendeurs qui sont présents dans toute la France, donc des grands magasins, des épiceries fines, des concept stores, etc., etc. Merci beaucoup. Je me recycle, je fais des rayons. Philippe, j'ai besoin de vous pour la suite. C'est vrai? Bon, d'accord, ok, j'arrive. Alors attendez, parce que. Je vous les laisse au pire, Fanny, j'aurai 1 heure de retard. Transition toute trouvée. 1 heure de retard, c'est le changement d'heure. Et voilà, 1 heure de retard. Pourquoi? Parce que, on va changer d'heure, évidemment. Merci beaucoup d'être venu. On aura 1 heure de plus, en tout cas, on se rapprochera plus vite de l'heure de chasser les œufs. On aura 1 heure de sommeil en moins, surtout. 1 heure de sommeil en moins. Bon, on a retrouvé l'horloge parlante. Merci, Philippe, pour ce petit rappel, puisque on vous le rappelle, voilà, on y sera à 2h du matin, 3h du matin. On va donc perdre 1 heure de sommeil. Bon calcul. Mélie nous demande, heure d'été, heure d'hiver, je ne me souviens jamais dans quel sens on change l'heure. Il y a un petit moyen mnémotechnique. On vous rappelle tous les ans, en tout cas tous les 6 mois. Avril, c'est là qu'on change pour l'heure d'été. Avril, on avance d'heure. Voilà, AV. Pour le passage à l'heure d'hiver, c'est en octobre. Octobre, on... Recule. Je vais être honnête, je trouve que c'est le pire moyen mnémotechnique qui soit. C'est vrai, pourquoi? Mais je sais pas, on avance quoi? On avance d'1 heure, on avance sa montre. On avance d'1 heure. On avance d'1 heure, voilà, des changements qui étaient censés prendre fin. On en a parlé notamment avec cette consultation citoyenne de l'Assemblée nationale en 2019, mais dont la concrétisation est malheureusement passée un peu à l'as avec la crise Covid et qui ennuie une grande majorité, vous le voyez, de Français, avec ces 84% de Français qui sont opposés à ces 2 changements par an, on le rappelle, d'heure. Voilà, l'Europe, en tout cas, qui va continuer d'y réfléchir quand ils auront d'autres priorités que la guerre en Ukraine notamment à régler. Voilà pour ce qui va donc se passer pour ce changement d'heure. C'est cette nuit, ne soyez pas en retard, vous n'avez aucune excuse pour demain. Voilà, on perd 1 heure de sommeil, on gagne 1 heure pour manger du chocolat. Voilà, et puis on gagne 1 heure de lumière naturelle. Et ça, on en a vraiment besoin. Oui, alors pour ça, il faudrait qu'il y ait du soleil. Ça, mais la lumière, déjà, c'est pas mal. J'attends que vous me l'apportiez. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Vincent, d'être venu Merci. Nous voir sur le plateau du live BFM. Passez une bonne journée, évidemment. Sur BFM TV, je vous donne rendez-vous demain à 10h pour le live BFM avec du chocolat, peut-être encore. À demain.